Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Je vais très bien. Et toi, mon ami Louis, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, très bien, d'autant plus que aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, Vincent Morneau, développeur dans l'équipe Oracle Apex, spécialisé dans les applications mobiles, les Progressive Web Applications et l'interface utilisateur. Bonjour Vincent, comment vas-tu ? Bonjour Louis, ça va très bien, merci. Salut Luc. Ça fait longtemps, je suis content de te voir aujourd'hui. Pareillement. Faut savoir, pour la petite histoire, Louis, je vais prendre un petit peu de temps ici. Moi, j'ai connu Vincent dans une expérience précédente professionnelle. Donc, on travaillait pour la même boîte à l'époque. Ça fait déjà combien de temps, Vincent, que tu es rendu chez Oracle? Ça fait maintenant 4 ans que j'ai rejoint l'équipe Apex. Donc, on a travaillé 2 ans ensemble chez Insum à l'époque. Donc, Non, c'est drôle, ça m'avait paru plus long. plus long? Non, ben écoute, moi, ça fait déjà 6 ans que je suis là. Donc, on a partagé 2 ans ensemble avant que tu quittes pour Oracle. Donc, c'est toujours un plaisir de te revoir. Moi, je suis assez déçu parce que lorsque j'ai joint Insum, Vincent est parti. Donc, en fait, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Mais bon, c'est Non, pas grave. ça, On se rattrape en discutant lors de ce podcast. exact. C'est toute une coïncidence, Louis. C'était pas à cause de toi que j'ai quitté Merci de le Insum. mentionner, ça me fait plaisir. C'est pas la raison du éc- départ, c'est bon. Écoute Vincent, je pense que ce qui serait bien, c'est que tu te présentes un petit peu. Quel était ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Moi, j'ai quelques points à mentionner comme ça parce qu'effectivement, à l'époque, je suivais beaucoup. Donc, tu as fait quand même des projets qui étaient assez innovants dans la communauté. On peut parler d'Apex Nitro. On peut parler de l'application Fab ou Fabi, je sais plus comment ça se prononçait, mais qui était une application qui déjà avait une interface mobile qu'on avait rarement vue dans Apex. C'est quelques exemples de projets, mais j'aimerais bien peut-être que tu te présentes rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Oui, tout à fait. En fait, ça fait à peu près 15 ans que je travaille avec Apex. En fait, c'est la seule technologie dans laquelle j'ai travaillé professionnellement. Donc, j'ai quitté l'école et c'était un stage que j'ai fait chez Insum. On travaillait avec cette technologie obscure dans Apex 3.2. Pour moi, en tant que développeur, c'était pas ma grande passion développer, mais c'était la première fois de ma vie que j'étais bon dans une technologie. Donc, tous les autres langages de programmation orientés objets, le Java, tout ça, ça me parlait pas. Je le faisais de force, mais c'était pas intéressant pour moi. Après que j'ai découvert ça et soudainement, je suis devenu passionné de mon travail. Donc, c'était vraiment une révélation pour moi. Et comme j'ai dit, c'était la première fois que j'étais bon. Donc ça, c'était le fun au niveau personnel de se sentir bon dans une technologie. Ensuite, les années ont passé, j'ai pris un peu d'expérience et puis je me rappelle que j'ai rejoint Twitter et il y avait un sujet qui m'intéressait, c'était sur un langage de programmation par-dessus le CSS. Donc, c'était le SAS qu'on appelait, qu'on utilise encore d'ailleurs. Mon premier blog a été retweeté par tellement de gens de la communauté Oracle, Apex. Donc, pour moi, ça a été vraiment un événement important parce que j'ai réalisé que je pouvais passer quelques heures de soir à être passionné d'un sujet, écrire sur le sujet. Et là, tout d'un coup, il y avait plein de gens qui lisaient ça. Donc, ça a été vraiment le tremplin pour moi vers la communauté Apex et m'intéresser à la communauté, aux gens de la communauté, commencer à aller aux conférences. Et du fait même, j'ai commencé à faire des projets
personnel, qui a commencé personnel comme Apex Nitro et c'est devenu un peu intégré dans mon travail. Puis je pense que la communauté a beaucoup aimé cet esprit-là de... C'est comme une passion. Ça devient plus le travail à ce moment-là, c'est un projet passionnel. Et je pense que c'est exactement ça, hein. Oui, puis un point que j'aime de ton histoire, Vincent, c'est que tu parles beaucoup de la communauté, puis c'est justement l'objectif de ce podcast-là en français, c'est d'avoir du matériel francophone pour la communauté qui tourne autour d'Oracle, les technos d'Oracle, et justement, on veut mettre beaucoup l'emphase sur la communauté parce que on participe tous à la communauté. Moi, quand je t'ai connu, quand je suis arrivé chez Insum, tu étais une figure importante de la communauté comme Francis Mignot, comme Aiden, comme Adrian, puis je ne veux pas nous oublier, là, mais vous étiez des joueurs importants de la communauté et c'est ce qui a, je pense, augmenté la popularité de la plateforme Apex aussi. Je pense que cette communauté-là soit forte. Donc, j'aime ton parcours et nous, on s'est connus un peu plus aussi pour une conférence Kscope à Seattle. Donc, ça tisse des liens aussi. Tu vois, tu croises des gens d'ailleurs qui ont cette même passion-là et ça fait en sorte que la communauté grandit encore plus. Donc c'est intéressant de voir comment les gens peuvent être passionnés par un truc, participer à la communauté et les autres personnes vont embarquer aussi. Donc, puis Louis, c'est Absolument. Louis maintenant qui est un des joueurs chez nous, qui est une figure importante de la communauté. Donc, tu vois, les gens embarquent et c'est la relève aussi. Donc, je trouve que c'est une image qui est super intéressante. Moi, je me suis senti chanceux à l'époque parce que la communauté était favorable à partager beaucoup. Ça pullulait de nouveaux membres de la communauté à cette époque-là. Et puis, ça a pris juste un blog pour se faire connaître. Donc, je me suis senti très chanceux à l'époque. En plus, j'étais intéressé par des sujets dans Apex qui est très connecté à la base de données. On parle de SQL, de PLSQL. Mais mes intérêts étaient plus au niveau du UI, donc la couche d'interface utilisateur par-dessus. Puis ça, il y avait très peu de gens qui en faisaient à ce moment-là. Donc, je pense que ça l'a aidé à mon contenu à être partagé encore plus. Puis c'est de là que les projets comme Apex Nitro, l'application Faby a décollé. C'était de mon intérêt pour l'interface utilisateur. Il y a un autre truc qui était très intéressant dans ce que tu as dit, c'est le côté récompense rapide, c'est-à-dire être bon dans quelque chose et être capable de tout de suite faire des choses, les mettre en place rapidement, etc. C'est vrai que c'est quand même la force de la plateforme, on le sait, mais même pour nous, en tant que développeurs, c'est quelque chose qui est très puissant et qui amène vraiment des fonctionnalités pour les utilisateurs. Donc, je pense que c'est vraiment un point super intéressant là, que tu as soulevé. Maintenant, bon, comme on le disait, on s'est connus à l'époque. Maintenant, tu es rendu chez Oracle. J'aimerais que tu parles un petit peu de ton implication, de l'organisation, parce que l'équipe Apex, au tout début, était une petite équipe. Je pense qu'on connaissait tous un peu les joueurs importants de cette équipe-là à l'origine. Maintenant, c'est rendu tellement plus gros. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu ton implication premièrement, mais la collaboration à travers cette grande équipe-là maintenant, à travers des joueurs qui sont à travers le monde aussi, là. C'est drôle parce que je me le fais dire souvent que l'équipe est devenue tellement plus grosse. C'est vrai, depuis que j'ai rejoint l'équipe il y a 4 ans, on a plus que triplé de taille. Donc, c'est quand même une grande augmentation de la base de l'équipe. Mais comparativement à d'autres équipes Oracle, si on parle de fusion, ou toutes sortes d'autres autres équipes où est-ce qu'il y a des milliers d'employés, l'équipe Apex reste quand même assez petite. Donc, il y a beaucoup des joueurs de l'équipe que vous connaissez très bien. Oui, puis tu sais, oui, ça reste, ça reste un des produits de tout l'ensemble des produits Oracle. Donc oui, ça reste une petite équipe, mais en connaissant cette équipe-là au tout début, c'était un certain nombre de joueurs. Donc là, c'est comme tu le dis, c'est plus gros si on compare à ce qu'il y avait avant. Et c'est bien de savoir qu'il y a des joueurs là-dedans qu'on connaît très bien. Une partie ont passé par chez Insum, donc c'est bien de savoir ça aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton implication à toi? Qu'est-ce qui arrive de ton côté à toi là, à travers cette équipe-là? Ouais.
Mon implication, elle a beaucoup évolué. Il y a 4 ans, j'ai rejoint l'équipe avec un but très précis, c'était d'implémenter les fonctionnalités de PWA dans Apex. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la possibilité d'installer ton application web, donc une application Apex, sur le device, donc sur ton iPhone, sur ton téléphone Android, même sur le desktop. Il y a des fonctionnalités no code, donc c'est juste une option que tu coches sur les propriétés de l'application pour la rendre, on dit que c'est installable. Donc, ça, c'était mon premier rôle, c'était de créer l'architecture pour mettre ça en place. Ensuite, dans les 2-3 prochains releases, on a ajouté toutes sortes de fonctionnalités comme le push notification, une meilleure expérience d'installation. Si on regarde le roadmap de PWA, il y a à peu près une douzaine là, de fonctionnalités qu'on a ajoutées en l'espace de 2 ans à peu près. Ensuite, j'ai été porté à diriger l'équipe de l'Apex Ideas App. Donc, ça, c'est l'initiative. Si vous allez sur apex.oracle.com/ideas, c'est une application où est-ce que la communauté, donc n'importe qui dans la communauté, peut nous envoyer des commentaires et des idées sur quoi développer sur la plateforme. Donc, nous, notre rôle, et moi, mon rôle dans cette équipe-là, c'est de faire un peu le chef d'orchestre là, des rencontres qu'on fait à toutes les semaines. Et puis, on a des discussions avec les architectes pour décider qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est super intéressant. Moi, c'est mon meeting préféré dans toute la semaine. C'est le Ideas Meeting. Ensuite, ça m'a rapproché de la communauté, en fait, parce que c'est d'interagir directement avec les membres qui nous donnent des idées. C'est un couteau à double tranchant parce qu'en même temps, ça me rapproche, mais ça m'éloigne parce que je dois refuser beaucoup d'idées de la communauté. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup en ce moment, puis je pense que la communauté apprécie les efforts qu'on fait là-dessus parce que ça fait quelques releases qu'on a au moins 30 idées implémentées là, par release. Donc, en ce moment, c'est pas mal ça mon rôle. C'est un peu un mix de le roadmap futur de Apex, travailler sur les fonctionnalités dernier cri et diriger l'équipe de développement pour les idées. Excellent. Et c'est une équipe, on est d'accord que c'est une équipe qui est assez distribuée à travers le monde. Comment est-ce que vous organisez comme ça? Est-ce qu'il y a des meetings où tout le monde participe? Est-ce qu'en fonction des différentes time zones, ça peut devenir assez compliqué rapidement? C'est un challenge, mais je pense qu'on n'est pas unique dans le monde à faire ça. L'équipe Oracle Apex est distribuée au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Inde, en Europe, beaucoup au Mexique aussi. Donc, il y a quelques cœurs où est-ce qu'on retrouve une dizaine de membres de l'équipe, mais toutes nos rencontres et toutes les décisions, ça se fait sur meeting parce que c'est impossible de rassembler tous les gens qui prennent des décisions ensemble semaine après semaine. Tu parlais encore une fois que beaucoup d'idées proviennent de la communauté. Comment vois-tu la communauté aujourd'hui si on la compare à ton époque? Bon, c'est drôle à dire ton époque, c'est pas si lointain, là, mais comment comparerais-tu la communauté entre les deux périodes? Écoute, on va pas se le cacher, elle est plus ce qu'elle était. Pour toutes sortes de raisons, probablement parce que Oracle a absorbé beaucoup des membres de la communauté. Donc, c'est la réalité, on va pas se le cacher. Mais moi, je regarde maintenant de l'intérieur, je regarde la communauté de l'intérieur. Je trouve qu'il y a quand même une très belle relève. Louis, c'est absolument incroyable ce que tu as fait avec tout le contenu que tu as publié à travers les dernières années. Plamen, il y a tellement de gens qui ont repris
le bâton. Moi, je suis pas inquiet pour la communauté. Je pense que il y a eu un coup de barre là, il y a quelques années, sauf que elle semble reprendre tranquillement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Il y a pas mal de contenu de qualité. Après, c'est vrai qu'il y a eu une petite traversée du désert où on n'était pas nombreux. Et maintenant, je trouve que ça commence à reprendre un petit peu. Il y a aussi le programme ACE qui a repris il y a quelques années et qui, du coup, ramène aussi pas mal de contenu, y compris dans la partie Apex. Donc, c'est plutôt encourageant. Et aussi, je pense que maintenant, Kscope a son propre volet Apex aussi, qui n'existait pas à l'époque, je pense. Donc, c'est aussi peut-être une volonté de leur part de, de mousser aussi la communauté autour d'Apex. Peut-être que ça permet aux gens de peut-être se rattacher un peu à ce volet-là directement au lieu de passer par un autre volet. Donc ça aussi, je pense que ça peut permettre de populariser justement Apex à travers la communauté. Et puis, il faut pas oublier qu'Apex bénéficie d'une publicité à l'intérieur d'Oracle et à l'extérieur de manière importante depuis, je dirais, 2-3 années. Où on n'avait pas ça avant. Donc, effectivement, ça va croître en popularité et donc, forcément, plus de gens vont s'y intéresser et plus de gens vont nécessairement partager du contenu autour de la plateforme. Ben, justement, je pense que c'est un bon sujet. Tu sais, je pense qu'à l'intérieur de chez Oracle, comme tu mentionnais, Louis, à l'intérieur de chez Oracle, Apex est l'outil maintenant pour développer même des trucs internes, Vincent. Donc, j'imagine que ça augmente la popularité même à l'interne, c'est clair, mais de ça transparaît aussi à l'externe. Donc, comment se positionne Apex même à l'intérieur de chez Oracle maintenant? C'est un bon point. Mais je veux juste revenir avant qu'on quitte le sujet de la communauté là, euh, sur les membres qui ont rejoint l'équipe Apex et comment ça c'est perçu comme une diminution de la communauté. Faut pas oublier que ces gens-là qui ont rejoint l'équipe, moi inclus, la passion qu'on avait pour faire des blogs et les projets, c'était en fait pour bénéficier de la plateforme Apex. Donc, on le créait en termes de plugins ou de projets open source qui venaient se connecter à Apex. Mais cette passion-là, elle n'est pas perdue. C'est tout simplement que maintenant, si j'ai du temps et une idée spéciale pour développer quelque chose comme Apex Nitro, je peux l'intégrer directement dans mon travail. Donc, la communauté en bénéficie d'une certaine façon. C'est perçu différemment, mais je pense que le résultat est encore mieux pour la communauté. Ben, c'est un bon point. Le travail que toi et les autres faisaient personnellement en parallèle, qui étaient des add-ons, des extensions à cette plateforme-là, maintenant, vous le faites de l'interne. Donc, en bout de ligne, la plateforme évolue comme elle évoluait, puis même évolue peut-être encore plus rapidement maintenant, parce que l'équipe est plus grande et tout ça, mais je pense quand même que la communauté, donc des gens comme Louis, Plamen et bien d'autres, euh, doivent continuer à mousser ça à travers les blogs, à travers les articles, à travers les conférences. Et j'espère que justement cette relève-là va continuer ou que la relève va embarquer pour continuer ce travail-là là, qui était très important il y a quelques années. C'est encore une fois, je me répète, mais Apex a été mis de l'avant beaucoup par la communauté. Tu vois, Ouais. même chez Oracle, il y a quelques années, on n'en parlait pas beaucoup. Tu sais, je me souviens des open world où on parlait pas beaucoup d'Apex. Maintenant, si tu vas au Cloud World, on parle beaucoup d'Apex. Donc, cette popularité-là, je pense que elle est venue beaucoup par la communauté. Et oui, je pense que les événements de la COVID a peut-être mis en devant aussi ces technologies-là. Là, tu sais, on le sait tous, mais je pense que la communauté a fait beaucoup pour mettre Apex de l'avant. Et là, maintenant, c'est Oracle qui fait beaucoup pour mettre Apex de l'avant. Exact. Donc là, pour reconnecter avec l'autre sujet, Oracle, c'est le client numéro 1 d'Apex. On peut pas le cacher. C'est l'interne qui dirige beaucoup les décisions de où Apex s'en va. Je pense pas que c'est une mauvaise chose, certainement pas pour la communauté, parce que ça veut dire qu'il y a un énorme investissement dans la plateforme. Il y a plus de features que jamais qui vont être
implémentés pour chaque release. Et ça crée une certaine pérennité aussi pour la plateforme parce que si Oracle utilise Apex pour des projets d'envergure incroyables, ça veut dire que il y a une certaine assurance que Apex va être là pour un certain moment dans le futur. Donc, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais ça offre une sécurité pour les gens qui veulent adopter la plateforme. C'est vraiment très, très intéressant parce que c'est des questions qu'on a régulièrement avec des clients. C'est d'accord, mais c'est quoi Apex? C'est quoi ce nouveau framework? Il faut bien expliquer que Apex, ça a plus de 20 ans. Plus de 20 ans, je Plus de pense. 20 ans, oui. On Ouais, s'approche plus de de 20 ans. 25 Donc si on n'a c'est pas touché le une 20. nouvelle plateforme. C'est pas une nouvelle plateforme en fait. On en entend parler un peu plus ces dernières années, mais c'est pas une nouvelle plateforme. Et ce que tu dis est très important, c'est que Oracle investit massivement pour l'utiliser dans ses propres produits. Et donc, ça nous assure que la plateforme va pas disparaître dans les 10 prochaines années, quoi. Ça, je pense que ça peut être une certitude, même si on n'a pas les clés pour le dire, mais je Ouais, pense que c'est plutôt absolument. une certitude de se dire, vu l'argent investi et vu le temps investi pour développer la plateforme, c'est clair que ça va pas disparaître demain. Mais je peux comprendre si je me mets à la place des clients qui ont investi énormément dans le développement de leur application maison à l'époque avec Forms. On le sait, il y a beaucoup de développements encore aujourd'hui qui ont été faits avec Forms et les clients qui doivent moderniser aujourd'hui se posent la question vers quelle techno je me tourne, vers des technos de d'autres vendeurs. Et si je veux rester dans le contexte Oracle, ces gens-là ont déjà passé à travers des essais de techno à la ADF ou de trucs comme ça qui malheureusement se sont pas bien terminés. Et là, on parle d'Apex, donc je peux comprendre que ces gens-là veulent avoir une certaine, encore une fois, il n'y a pas de certitude, mais veulent être rassurés sur la pérennité de la plateforme Apex. Je peux les comprendre parce que s'ils doivent investir énormément d'argent et de temps pour moderniser leur application actuelle vers une nouvelle techno, ils veulent avoir une certaine... ils veulent se faire rassurer. Donc là, tu sais, je pense que ce que Vincent apporte aujourd'hui, c'est justement les rassurer à dire que maintenant, Apex semble être la techno que Oracle veut investir. Là. Donc, c'est rassurant pour tout le monde. C'est rassurant et aussi, je suis persuadé que les fonctionnalités que Oracle à l'interne demande de la plateforme, c'est les mêmes fonctionnalités que la communauté demande pour leur projet. Donc, il y a plus de... On se rejoint beaucoup là-dedans. Ça paraît peut-être pas de l'externe, mais souvent, les fonctionnalités que je vois passer dans le Ideas App, ce que la communauté demande, c'est ce que l'interne demande aussi. Donc, des fois, il y a un certain croisement où est-ce qu'on est chanceux, on peut fermer des idées. Ça ne veut pas dire que la motivation est venue de la lecture de cette idée-là, mais les demandes sont les mêmes. Okay. Et c'est un bon point, ça. Tu parlais, bon, on mixe un peu les sujets, mais tu parlais de fermer une idée. C'est quoi les critères de sélection d'une idée ou de bonne réceptabilité, on va dire, ou d'acceptation? Enfin, j'ai pas beaucoup d'expérience, que j'avoue que j'en ai pas ouvert beaucoup, mais je me demande, parce que j'imagine qu'il y en a qui sont de très bonnes idées, mais techniquement, c'est pas possible, ou pour diverses raisons, on peut pas les implémenter. C'est très rare que techniquement, c'est pas possible. Techniquement, à peu près tout est possible. C'est souvent une question de... On doit trouver la balance entre l'effort que ça prend, le gain que les gens auraient de cette fonctionnalité-là. Parce qu'on peut les classer, on a beaucoup de ce qu'on appelle les low-hanging fruit. Donc, pas beaucoup d'efforts, grand gain. On essaie de favoriser ces idées-là. Mais c'est sûr que des fois, on va trouver une idée qui a peut-être pris 5 minutes à la personne à écrire, mais nous, ça nous prendrait 6 mois à développer. Donc, c'est ça. Donc, il y a les critères d'effort et de gain. Ensuite, il y a un classement qu'on utilise pour dire qu'on aimerait ça le faire, mais on ne pense pas réussir d'ici les 2 prochaines années. Donc, on ne va pas mentir à la personne en mettant sur le roadmap. On préfère dire non, on va fermer l'idée.
On l'a mis dans une boîte spéciale pour dire on va revisiter plus tard. Donc, je pense qu'il y a cette transparence-là qui est importante. Aujourd'hui, en fait, on a plus de 300 idées dans le roadmap. Donc, ça, c'est un problème parce que on ne sera pas capable de livrer 300 idées dans les 2 prochaines années, là. Donc, Ouais. nous, on doit s'adapter et essayer d'être capable d'en accepter autant qu'on en livre. Le problème, c'est qu'on a accumulé un backlog des 10 dernières années. Puis quand je vous dis 300 idées, sont toutes bonnes, là. C'est pas farfelu. c'est pas farfelu du tout, là. Les gens arrivent avec des bonnes idées, puis c'est bien détaillé avec des screenshots, et puis on veut pas les fermer, c'est des bonnes idées, mais il faut être meilleur à être capable de filtrer et donner de la transparence sur quand est-ce qu'on va être capable de livrer. Que l'équipe est pas assez grosse encore, Vincent. Il faut embaucher. Ben, ça, t'as très bien compris, Luc. Mais on va pas se le cacher non plus. Si on engage le double de l'équipe demain matin, là, on sera pas capable de... Le onboarding est quand même assez difficile. Donc, c'est pas demain matin qu'on voit le résultat d'une équipe qui a doublé de taille. Non, on le sait tous, là. Une sorte de processus qui est attaché à avoir des nouveaux... J'avoue que ça doit être assez compliqué, puis on le sait tous, là, c'est pas en doublant l'équipe qu'on va doubler la productivité non plus. Non, Ça et fonctionne pas aussi le simple. standard de qualité reste le même. Donc, les gens qui sont là depuis 20 ans sur l'équipe, qu'on appelle les architectes, là, c'est eux qui ont la base des standards. Donc, tous les projets qui sont livrés doivent arriver à ce standard-là. Pour quelqu'un qui vient de rentrer demain matin, c'est pas évident. Ça doit être assez complexe, j'imagine. Oui, je peux imaginer que vous exigez des standards assez élevés, puis c'est normal parce que ça devient une plateforme de plus en plus évoluée, de plus en plus, je dirais peut-être même complexe. C'est pas comparable. Puis je veux juste ajouter que pour venir du monde où est-ce que je pouvais créer mon propre projet personnel, le livrer à ma vitesse, bloguer à propos des fonctionnalités, j'avais aucune considération pour l'accessibilité. Peut-être un peu pour la sécurité, mais je n'étais pas un expert. Donc, il y a un certain risque qui vient avec tout ce que je livrais. Une fois que tu es attaché à une grosse équipe comme ça, tout doit être accessible, tout doit être passé selon les tests de sécurité. C'est épouvantable le nombre d'étapes qui est nécessaire avant de livrer aux consommateurs. On a même dans notre équipe une personne qui est aveugle. Notre produit doit être utilisable pour quelqu'un qui voit pas. C'est tout simple que ça. Sinon, ça passe pas. Écoute, j'aime ça ce que tu dis parce que l'accessibilité, elle est hyper importante. On doit être en mesure de répondre aux besoins de tout le monde. Puis je suis content de savoir ça, que ça va jusque-là même. Mais c'est pas sexy. C'est pas le fun de parler de ça. C'est pas ça qui va faire les nouvelles. Mais ça prend du temps, puis c'est la bonne chose à faire. Tout à fait. Je pense que, enfin, je suis d'accord avec toi. Effectivement, je pense que pour la plupart des gens, c'est pas sexy. Par contre, quand on arrive sur des clients, notamment des clients institutionnels, etc., et qu'on veut développer des applications avec eux et qu'on leur dit que la plateforme est testée au niveau de l'accessibilité, etc., ben c'est un argument de poids en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui ne le sont pas forcément et qui du coup peuvent tout simplement ne pas passer un audit d'accessibilité et revoir tout un projet ou prendre des délais de 6 mois pour revoir tous les composants. Et tu parlais de sécurité. Oui, tu sais, je pense que lorsque tu fais un truc perso de ton côté, c'est peut-être pas un élément que tu mets l'emphase ou que tu mets de l'avant. Mais dans un contexte maintenant Oracle, chez Oracle, et donc ce point-là doit être extrêmement important parce que comme n'importe quel fournisseur, hein, tu veux t'assurer le plus possible que ce que tu livres et respecte un haut niveau de sécurité. Donc je peux imaginer que ce point-là, entre autres, est un point extrêmement important avant de livrer des fonctionnalités. En fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est le point le plus important. C'est ce qui prend le plus d'efforts dans les reviews.
Puis je peux parler pour moi parce que j'ai livré ce qu'on appelait des thèmes là, dans Apex. Là. Donc, ce projet-là s'appelait Material Apex. Donc, c'était un thème basé sur l'interface utilisateur de Google. Mon but en faisant ce thème-là, c'était qu'il soit le plus beau possible. C'était ça mon objectif. On peut débattre si ça a fonctionné ou non, mais mon but, c'était pas de le rendre sécuritaire. Dans ces templates-là, il y avait probablement des failles d'injection, de scriptage. Je dis pas qu'il y en avait, j'ai pas vérifié depuis, là, mais avec l'expérience que j'ai gagnée depuis ce temps-là, je sais que les efforts étaient pas mis en sécurité. Puis ça, c'est un problème si on le livrait en tant qu'organisation Oracle. Oui, puis tu parles d'expérience que tu as acquis à travers ce groupe-là. Maintenant, j'imagine que tu apprends énormément à travailler avec ces gens-là. Tu sais, je pense que personne peut se vanter de tout savoir, mais je pense que de travailler avec des gens comme ça, tu dois apprendre énormément. Tu sais, on le dit toujours, puis moi le premier, tu sais, dans un travail d'équipe, c'est là que tu peux aller chercher le meilleur de tout le monde et en bout de ligne, livrer un truc incroyable. Et là, c'est un travail encore avec une plus grande équipe, avec des gens extrêmement qualifiés. Donc, j'imagine que tu peux aller chercher des trucs vraiment incroyables de tout le monde. Ouais, puis ça a été très humble comme expérience parce que je vais t'avouer dans mes dernières années chez Insum, peut-être que j'avais la tête enflée ou quelque chose, mais je me sentais quand même bon. Comme si je pouvais affronter n'importe quel problème dans le monde Apex, mais en rejoignant l'équipe puis en côtoyant des gens comme Patrick Wolf, Karsten, Christian Muller, j'ai pris une petite chute de, peut-être pas de confiance en soi, mais dans le sens que ça m'a remis à ma place. Mhm. Ces gens-là, c'est des architectes qui ont créé la plateforme depuis le début, puis sont très, très forts. Là. Donc oui, j'ai appris beaucoup, puis je pense que j'en ai encore à apprendre beaucoup. Oui, puis tu sais, je pense que c'est important d'apprendre même à tous les jours. Tu sais, je pense que pour nous, c'est aussi, tu sais, on aime ce domaine-là. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui nous permet, par notre curiosité, de justement apprendre énormément, puis d'aller chercher plein de trucs de tout le monde. Puis c'est ce qui rend, je pense, notre domaine intéressant et challengeant, là, tu sais. Donc, je peux imaginer que de travailler avec ces personnes-là qui sont reconnues et reconnues encore plus, tu sais, ça te permet de justement voir, wow, tu sais, là, il y a du monde qui sont forts. Il y a du monde qui sont forts, là, tu sais, puis c'est bien de pouvoir partager avec eux. Moi, je me dis à chaque jour en travaillant avec Louis. Tu vois, je me sens chanceux de travailler avec Louis. Alors le domaine dans lequel on travaille est aussi un domaine qui évolue tellement vite qu'on est presque forcé en fait de se tenir à la page et de continuer à apprendre tous les jours, parce que si on se repose pendant ne serait-ce que quelques années dans le domaine du web, ça évolue tellement rapidement que il y a des standards qui changent et c'est incroyable quoi. Ce qu'on faisait avant en CSS par exemple, depuis les quelques dernières années, il y a eu des évolutions sur les standards CSS qui sont impressionnantes quoi. Et si on se tient pas à la page, en fait, on utilise toujours des techniques d'il y a 10 ans alors qu'on peut faire des choses beaucoup plus simplement maintenant. Ça, c'est un bon exemple. En fait, je parle d'accessibilité et de sécurité depuis tantôt, mais moi, j'ai été connu comme étant capable de faire des thèmes et du CSS et tout ça. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas touché une ligne de CSS parce qu'il y a tellement des gens talentueux dans l'équipe que j'arrive pas à leur cheville. C'est même plus ma branche du tout, le CSS. Oui, ces normes-là et ces nouvelles technologies-là en CSS, ça a évolué beaucoup. Puis, ça prend quelqu'un de dédié. Tu peux pas faire ça à temps partiel. Là. Et puis c'est une vraie spécialité. Ouais, Exact. comme un développeur JavaScript, comme un développeur qui va faire plus la partie PLSQL. Si on veut avoir quelqu'un qui gère la partie interface utilisateur, il n'y a pas d'autre choix que de maîtriser ce langage-là et il est très complexe, il est devenu très complexe. C'est plus juste une simple règle qui permet de mettre un texte d'une certaine couleur, quoi. Et ça gère tout le layout de l'application, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais ok, donc ça veut dire que c'est plus du tout une partie sur laquelle tu travailles. Et donc principalement, tu travailles sur la partie IDS. La partie PWA a quand même une roadmap active. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à Juste pour suivre? préciser, je suis quand même très impliqué dans la partie
UI, mais plus Mhm, dans le sens de, on appelle le engine qui est en dessous, là. Donc, par exemple, dans les dernières années, on met beaucoup d'énergie dans les template components. mhm. Donc, on peut créer des content rows, toutes sortes des avatars. Il y a toute une plateforme spécifiquement dédiée aux template components. Donc, ça, c'est tout nouveau, ça. Mais il y a la partie CSS, HTML qui vient mettre la couche d'interface utilisateur, mais il y a aussi tout l'engin qui est en dessous pour permettre de générer à partir du serveur le markup nécessaire et la structure pour avoir Mhm. la pagination et toute l'interaction avec le Ajax et tout ça. Donc, c'est plus là-dessus euh, que je participe maintenant. C'est pour ceux qui connaissent pas, les template components, c'est un nouveau type de plugin qui permet globalement de gérer toute la partie interface utilisatrice et notamment ce que tu mentionnais là. On était capable de le faire avec les plugins de région, mais on avait à gérer toute cette couche basse d'accès aux données, etc. Alors qu'avec les templates components, finalement, on fournit une requête SQL et le moteur qu'il y a dont tu parles fait justement le merging entre le template et la source de données. Il y a quelque chose moi qui m'intéresserait de connaître, c'est est-ce que on a une vision sur le futur d'Apex. Je sais qu'on peut pas parler de fonctionnalités qui sont pas sorties ou qui vont sortir, etc. Mais par exemple, sur la partie PWA, je sais qu'il y a une roadmap qui existe. Est-ce que tu peux nous parler un peu du futur de la plateforme? Oui, tout à fait. Donc, tu as bien identifié qu'il y a tout un aspect secret autour de Apex et on est légalement Mhm. bloqué à parler de fonctionnalités pour un release particulier. D'ailleurs, c'est quelque chose, je te coupe, mais c'est quelque chose qui a changé sur les dernières années. Avant, on avait un petit peu des aperçus, des Oui, fonctionnalités qui arrivaient, etc. Maintenant, c'est vraiment silence total et on découvre les fonctionnalités au moment où elles sont publiées. Moi, je sais que je passe des nuits le jour de la publication à chercher un peu partout pour trouver les fonctionnalités, vu que les documentations sont pas sorties encore, mais c'est un peu un nouveau ça jeu. a effectivement changé. Et ça a été quand même intéressant la première fois qu'on l'a fait, il y a à peu près 1 an, parce que ça a créé un engouement d'excitation le jour du lancement. Et puis, même on a reçu plusieurs articles de journaux qui ont écrit là-dessus. Et donc, ça a été quand même bénéfique pour Mhm. Apex dans cet essai-là. Je pense qu'on va continuer. Par contre, c'est pour être franc, c'est pas moi qui prends ces décisions-là. Donc, peut-être que ça va changer un peu. Comme vous avez pu voir récemment, Michael Ichua, le vice-président senior d'Apex, a publié à propos d'un des grands features d'Apex qui s'en vient, Apex Lang. Donc, je vous recommande d'aller sur X et puis regarder les tweets qu'il y a là-dessus. Je ne vais pas en parler personnellement, mais c'est le futur d'Apex, Apex Lang. Par contre, qu'est-ce que je peux parler un petit peu plus, c'est le roadmap de PWA parce que c'est moi qui le gère. Donc, il y a une équipe qui est dédiée à ces fonctionnalités-là. On l'a laissé de côté un peu dans les dernières années parce qu'on avait atteint un bon niveau de fonctionnalité euh, euh, sur le mobile, mais il y en a encore beaucoup à faire. Donc, on va le reprendre tranquillement. Et puis, il y a une équipe qui a été mise en place pour prendre action sur le roadmap. J'espère aussi publier bientôt une mise à jour du roadmap PWA. Ça va changer un peu. Donc, il y en a déjà un, mais un roadmap, c'est quelque chose qui est en mouvement. Il ne faut pas prendre un roadmap comme une garantie. Mhm. C'est comment on le voit à l'interne, c'est vraiment qu'est-ce qu'on aimerait faire. Mais là, le temps passe, la technologie change, le roadmap évolue. Donc, pour ce qui est de celui du PWA, on va en publier un nouveau dans les prochains temps, là. Et puis, il va y avoir un investissement là-dessus, c'est sûr. Ben, Ok. c'est intéressant de savoir. J'imagine que si on revient à la communauté, est-ce que le côté mobile, je pense qu'il a toujours été un truc qu'on
que les gens voulaient voir une évolution. Et là, ce que j'entends, c'est que le roadmap de PWA va être mis de l'avant. Puis, tu sais, j'aime quand tu dis qu'un roadmap est jamais coulé dans le béton, parce que oui, les priorités changent, les technos évoluent, donc c'est sûr que les éléments d'un roadmap vont changer. Donc, mais je suis content de voir que oui, il semble avoir peut-être une emphase sur ce roadmap-là, justement, là, dans le futur. On en entend beaucoup parler. Les gens veulent plus de fonctionnalités mobiles. Je comprends à 100%. Il y a une certaine lacune dans Apex à générer des interfaces utilisateurs mobiles. PWA, c'est un peu un framework par-dessus ça pour permettre de l'installer et de l'utiliser, mais ça ne comprend pas tellement les composants mobiles. Donc, si on parle de menus spéciaux et tout ça, donc il faut qu'on rassemble le roadmap. Ce qu'on essaie de faire, c'est et puis là, encore une fois, c'est en mouvement. Je ne sais pas si on va le faire prochainement, mais le terme PWA en tant que tel, je ne suis pas convaincu s'il est utile pour l'univers Apex. Hmm. Donc, c'est le nom d'une technologie. Ça a été adopté par Google. Apple, pas vraiment. Donc, nous, on utilise ça comme un buzzword, mais en réalité, ce que ça signifie, c'est des fonctionnalités mobiles. Ouais. Donc, c'est possible que dans le futur, on va parler du roadmap mobile plus que le roadmap PWA. Et PWA, en fait, c'est juste l'engin qui propulse tout ça, mais on a mis beaucoup de l'avant le mot PWA. Je ne suis pas convaincu si ça l'a servi à la popularité d'Apex. Je pense que ça dépend à qui tu parles. PWA, si tu parles à des développeurs mobile ou web, ça va leur parler. Par contre, si tu es en train de parler à des gens qui sont un peu plus business, ils vont plus comprendre mobile, tu vois, interface mobile, etc. Donc, je pense que ça dépend à qui tu t'adresses, en fait. Non seulement ça, mais aussi, il faut penser beaucoup à l'utilisateur final, donc le end user. Lui, il n'a aucune idée c'est quoi un PWA. Ah oui. Oui, oui. C'est drôle parce que, de ma perspective à l'interne, il y a les développeurs Apex, il y a les utilisateurs Apex. Il faut faire un cercle autour de tout ça pour relier les deux d'une façon très cohérente. Là. C'est pas toujours évident. Puis je pense qu'un terme technique comme PWA aide pas à l'adoption. Ouais, c'est pas faux. J'aime ça parce que justement, tu sais, ça dépend de l'audience. Lorsqu'on est dans des groupes plus techniques de développeurs et tout ça, ces termes-là sont connus, mais il faut se mettre dans les chaussures des utilisateurs, des clients qui, pour eux, ça leur dit absolument rien. Puis je pense c'est très important de se mettre justement dans les chaussures des clients parce qu'en bout de ligne, eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ils veulent avoir une solution qui fonctionne. Ils s'en foutent un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une solution. Tu sais, puis ça me revient un petit peu avant où ce qu'on disait qu'on développe des applications Apex. Ouais, mais on développe une solution pour répondre à vos besoins. Là. Donc c'est quelle lunette que tu mets qui fait changer ton discours un petit peu. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, en tant que développeur et même en tant que décideur à plus haut niveau sur des projets informatiques, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'entends PWA, c'est que j'entends que c'est une technologie qui est ouverte, standardisée, qui répond à un certain nombre de critères et qui demain va pas disparaître parce qu'elle a été adoptée de manière massive par pas mal d'acteurs. Donc, il y a peu de chances qu'elle disparaisse demain. Alors que si tu crées ton propre framework, etc., ça peut être quelque chose qui, X années plus tard, peut disparaître un peu plus facilement, quoi. Donc, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, je pense. Tout à fait. Sinon dans la vision en général de la plateforme, encore une fois, tu sais, on parlait de pérennité de la plateforme, que pour nos clients, c'est hyper important. Tu sais, aujourd'hui, on est en mesure de leur dire que oui, c'est la plateforme maintenant, je pense, de choix de développement chez Oracle. Je pense qu'un élément qu'on peut mentionner aussi, c'est que je pense qu'il y a des projets de réécriture de certains modules de fusion qui se fait avec Apex maintenant, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que
Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu? Puis encore une fois, pour nous, ça nous permet de rassurer le client aussi sur la pérennité. Franchement, je ne sais pas si je peux en parler tant que ça parce que je suis pas intimement impliqué. Donc, je suis impliqué de sorte que Fusion va demander des fonctionnalités dans Apex. Je suis impliqué dans ces fonctionnalités-là. Mais la relation avec les équipes Fusion, pas tant que ça. Donc, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est sûr que c'est extrêmement important qu'est-ce qui vient de ces organisations-là. Et puis, ça va propulser Apex là, à l'intérieur d'Oracle encore plus. Là. Il y a vraiment un avenir assez impressionnant là, qui est en train de se tracer. Mais j'aimerais ça revirer la conversation vers vous parce que j'aimerais savoir c'est quoi, selon vous, l'aspect le plus important qui est manquant dans Apex, dans laquelle vous pensez qu'on faudrait qu'on se concentre? C'est une très très bonne question. Parce que juste pour préciser, c'est que des membres de la communauté comme vous, vous avez une vision non seulement du passé, mais aussi vous savez qu'est-ce qui est important, vous travaillez avec les clients. Donc, c'est des opinions extrêmement importantes. Moi, j'en lis des commentaires sur le Ideas App. C'est pas toujours évident si les gens travaillent avec Apex depuis longtemps. Il y a aussi un grand manque de recherche de la part des gens qui écrivent. Pas tout le temps, mais c'est pour ça que je veux vous poser la question parce que je sais que vous êtes extrêmement impliqué dans la communauté, donc l'opinion il compte. Ben, je peux peut-être embarquer ici, Louis, ça va te laisser le temps de peut-être Mhm. répéter un truc, mais de mon volet à moi, bon, tu sais, Vincent, je suis pas un développeur comme vous l'êtes, mais moi, ce que j'aime et ce que je vois en ce moment, ce que j'apprécie beaucoup, puis ce que je pense qui va permettre à la plateforme d'aller encore beaucoup plus loin, c'est toute l'intégration aujourd'hui qui se fait entre Apex et d'autres produits Oracle. On parlait de Fusion, je sais qu'il y a une intégration maintenant beaucoup plus naturelle, beaucoup plus native entre Apex et Fusion. Intégration avec d'autres services cloud aussi. Donc, ou la facilité d'intégrer Apex avec d'autres services cloud. Et ça, pour moi, c'est dans mon volet à moi, c'est un truc que je trouve qui va permettre à Apex d'aller beaucoup plus loin maintenant. Ce n'est pas juste ce n'est plus un produit qui vient avec la BD Oracle. C'est beaucoup plus que ça. C'est un produit phare qui permet d'interagir maintenant beaucoup plus facilement avec plein d'autres trucs. Donc, l'intégration, donc faciliter l'intégration, pour moi, est un volet que je vois qui est en cours et qui va permettre justement amener la popularité et la plateforme Apex beaucoup plus loin. Il y a quelque chose qui me plaît particulièrement dans Apex, c'est le fait que la plateforme a été pensée pour pouvoir laisser le contrôle total à tout moment pour le développeur, et donc on peut passer de toutes les fonctions, les fonctionnalités déclaratives à redescendre un peu plus bas et injecter du CSS, du HTML, du JavaScript, etc. et donc permettre d'avoir une interface qui nous plaît, ou en tout cas qui plaît à notre client. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut manquer, c'est la possibilité de pouvoir on va dire notifier ou envoyer une mise à jour depuis le serveur vers le client. C'est quelque chose qui est pas encore fait. Il y a les push notifications, mais pas vraiment comme ça. C'est-à-dire pouvoir demander un rafraîchissement, pouvoir dire il y a eu une mise à jour à cet endroit-là. C'est quelque chose qu'il y a sur pas mal d'autres frameworks web et qui actuellement n'existe pas sur Apex, à moins d'utiliser un serveur intermédiaire. Mais voilà, ça serait en ça pour moi. effet une demande plutôt populaire. Ça permettrait de créer toutes sortes de composants comme des chat apps ou n'importe quoi qui a de l'interaction, un rapport qui se rafraîchit en temps réel quand il y a C'est des ça. updates et non pas avec un timeout. Là. Et cette idée-là, Vincent, est dans quelle boîte dans votre roadmap? Est-ce que c'est dans la boîte des 300 à voir plus tard ou c'est qu'à voir Non, je bientôt? pense que celle-là, elle est effectivement dans le roadmap plutôt important, mais c'est quand même complexe parce que ce genre d'idée-là, ça s'applique pas seulement à, par exemple, si tu me disais, euh, le but c'est de rafraîchir les charts en temps réel quand il y a des updates sur le data. OK, on peut parler des charts. On va travailler sur le moteur des charts pour permettre ça. Ensuite, tu vas me demander,
les rapports interactifs. OK, le faceted search. Donc, quand on voit une idée comme ça, il faut déjà y penser de manière globale. Donc là, le scope, il explose. Et puis, c'est ça qui fait que ça devient super compliqué parce qu'on peut pas livrer une fonctionnalité comme ça pour un use case très précis. C'est bien le problème de ce type de fonctionnalité. Exact. Et peut-être aussi, tu parlais d'évaluer l'impact ou évaluer la suite. J'imagine que des trucs comme ça, de rafraîchissement comme ça, a un impact aussi, risque d'avoir un impact au niveau performance aussi, au niveau... donc, j'imagine que c'est des aspects que vous devez toujours avoir en tête, là. C'est un autre aspect que j'ai pas mentionné, mais oui, la performance, tous les tests de performance, c'est assez Ça doit être assez primordial. intense. Il est temps de clôturer cette discussion. On pourrait, je pense, rester plusieurs heures encore à discuter sur divers sujets. Merci beaucoup, Vincent, parce que ça m'a fait plaisir de t'entendre sur la communauté, sur le fait que les idées des utilisateurs sont importantes, sur le fait qu'il y a plus de 30 idées qui sont implémentées par release. Je pense que c'est pas si commun que ça dans les plateformes comme Apex d'avoir une partie de la roadmap qui est directement issue d'idées des utilisateurs, donc de gens qui l'utilisent et qui implémentent des applications avec. Merci pour ça parce que c'est très important. On était ravis de te recevoir, c'était vraiment un plaisir. On remercie tous nos auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à commenter, à poser des questions, savoir si les épisodes vous plaisent. Ça nous fera très plaisir. Merci beaucoup, Vincent. Merci Louis, merci Luc. Merci Vincent, merci Louis, à la prochaine tout le monde.